Depuis toujours, les hommes et les femmes ont cherché à repousser leurs limites et depuis un siècle, ont tenté ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Gravir l'Everest, marcher sur la Lune ou faire le tour du monde en bateau. Aujourd'hui, cette quête de l'absolu s'est transformée en culte de la performance, comme la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort. Notre époque se fait l'écho des exploits de nos champions, qui sont devenus les modèles à suivre de la société moderne. Mais de leur performance, on ne retient qu'une image, celle de la victoire. Pourtant, pour ceux qui la recherchent au quotidien, la performance ne doit rien au hasard. Roland Jourdain a gagné sa première course prestigieuse il y a 7 ans. C'était la Transat Jacques Vabre, 9000 km à travers l'océan Atlantique en moins de 15 jours. Depuis, ce marin breton de 36 ans accumule les performances. Une victoire d'étape dans la solitaire du Figaro en 97, vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2001 et sa participation au dernier Vendée Globe Challenge, le tour du monde en solitaire. J'ai vécu dans cette course-là le pire et le meilleur parce que le jour où à 2000 milles dans le sud de l'Australie, cette pièce-là a cassé, j'étais au fond du trou. Je crois que j'ai même pensé pendant 1 heure ou 2 abandonner. Mais si Roland a continué, c'est grâce au soutien de son équipe à terre. Sa performance, malgré la casse, une 3e place avec un temps record, 96 jours. Mieux que le vainqueur de la précédente édition. La performance solitaire, elle n'existe plus, quel que soit le métier ou le sport qu'on fasse. La performance, c'est de réussir en solitaire à sortir le meilleur de soi-même et à réussir à tirer le meilleur de soi-même et de ses partenaires. Rendez-vous en novembre 2004 pour le prochain Tour du Monde. Il est presque midi ce 18 août 2001 au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Loïc Leferme, 29 ans, va tenter de battre le record du monde de plongée en apnée. On appelle ça le no limit. Il est là, 3 minutes. Il est là, regardez, attention. J'espère que tout va bien. Je suis sûr que tout va bien. Il est là. Allez, mon frère. Avec une plongée de 154 mètres, Loïc bat son propre record. C'est la 3e fois consécutive. Il y a 15 ans, le grand public découvrait avec le Grand Bleu l'univers extrême des apnéistes adeptes du no limit. Le plongeur est entraîné vers le fond par une gueuse lestée. La plongée dure 3 minutes environ. Pendant sa saison d'entraînement, Loïc plonge 25 fois à plus de 100 mètres. Combien? 15 mètres? À 150 mètres, le véritable défi, c'est la pression. Elle est 17 fois plus forte qu'à la surface. Les organes internes sont comprimés, le moindre relâchement de la concentration et c'est l'accident mortel. Donc il faut que j'équilibre le tympan, que je pense à me relâcher, je fasse une micro-fuite, donc je balance de l'air un peu dans le parachute pour ralentir la descente. Et à mi-profondeur, je rencontre mes plongeurs de sécurité qui me font un signe, il y a tout un protocole particulier. Et en bas, quand j'arrive, il y a 150 mètres, j'ai 16 kg au centimètre carré. Donc 16 kg au centimètre carré, c'est pas très visible sur les parties liquides du corps, mais toutes les parties aériennes, c'est important. Donc on a le corps qui est bien écrasé, on va dire. Et quand j'arrive en bas, je suis content. On n'a pas vraiment envie de respirer en bas. Heureusement d'ailleurs, parce que à 150 mètres, si tu avais envie de respirer. C'est un peu ce qui détermine le symbolisme de vouloir rester au fond. C'est ce petit bien-être qu'on a de ne pas avoir envie de respirer. On n'est pas non plus dans son canapé. La performance ne se résume pas à la capacité physique qu'a une personne à aller au fond. Il n'y a pas que ça, il y a la capacité à mobiliser une équipe, à structurer une organisation, à développer des motivations chez les gens avec qui je vais travailler et surtout à les entretenir. Parce qu'un record du monde, ça va, 2, 3, et puis il y a un petit côté essoufflement, il faut réussir à toujours rebondir. Donc la performance, elle s'associe de toute façon avec le collectif, l'aventure et les ressources qu'on peut mettre autour de ça pour réussir à arriver à ce résultat. Prochaine étape pour Loïc, un nouveau record du monde à 160 mètres. À 33 ans,
Edgar Gros-Piron est triple champion du monde de ski de boss. Il a aussi gagné 3 médailles olympiques, dont une en or obtenue en 1992 chez lui, en Savoie. Pourtant, Edgar Gros-Piron ne confond pas performance et palmarès. La performance, elle n'est pas uniquement liée au simple résultat. Parce qu'il y a des mecs qui ne pourront jamais être premiers. Mais il y a des mecs, leur performance à eux, personnelle, c'est peut-être d'être 5e, 10e ou juste qualifié. Et ça, il ne faut pas le casser, justement. Parce qu'un mec qui réussit une performance personnelle, qui n'est pas celle de gagner, mais qui est celle d'arriver à un objectif personnel que le mec s'est fixé, c'est déjà bien, c'est déjà fort. Lorsque Brian Jones et Bertrand Piccard s'envolent de Suisse le 1er mars 1999 à bord du Breitling Orbiter 3, ils n'ont aucune garantie de boucler leur tour du monde en ballon. C'est déjà la 3e tentative. Mais cette fois-ci sera la bonne. Ils vont mettre 19 jours, 21 heures et 55 minutes pour entrer dans l'histoire. Bertrand Piccard a 44 ans et il habite Lausanne. Il est psychiatre de formation, mais sa passion, c'est l'exploit. Arriver à faire voler un ballon pendant 3 semaines, alors qu'au début de notre projet, le ballon qui avait volé le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité avait volé 6 jours. Il avait fallu de 1783 à 1992 pour qu'un ballon passe d'une demi-heure de vol à 6 jours. Et nous, on a passé en 4 ans de 6 jours à 20 jours. Donc, au niveau technologique, c'était un défi absolument énorme et qui a quand même finalement été réussi. Lorsqu'il part, il n'en est pas à son premier défi. À 16 ans, il est déjà champion d'Europe d'Aile Delta. Mais ce vol en ballon va changer sa façon de penser. J'étais pas du tout intéressé par le ballon autrefois et j'avais plutôt envie de voler contre le vent. J'étais pilote d'Aile Delta, du LM, etc. Et finalement, j'ai eu l'occasion de participer en tant que médecin de bord à une course en ballon à travers l'Atlantique en 1992. Et ça, c'était pour moi le déclencheur de ma passion du ballon. Voir quel est l'intérêt d'aller justement avec le vent. Cette espèce de crise volontaire dans laquelle on se met, où on se retrouve au milieu de l'inconnu et des doutes. On ne peut pas contrôler le vent, on doit essayer de faire avec. Autant l'individu que la société devrait apprendre à être pilote de ballon, c'est-à-dire à réaliser que tant qu'on se bat horizontalement, on n'obtient rien, mais que si on change d'altitude, on peut changer le cours des choses. Depuis Jules Verne, nombreux sont ceux qui ont rêvé de ce tour du monde. En moins d'un siècle, plus d'une vingtaine de tentatives, toutes ont échoué. Le petit plus qui a fait gagner Breitling Orbiter 3 face à la concurrence, c'est peut-être une certaine vision de la performance. Beaucoup de nos concurrents voulaient avoir fait le tour du monde pour en profiter sur le plan publicitaire. Et nous, c'était bien clair qu'en tant que pilote, nous ne voulions pas seulement l'avoir fait, nous voulions le faire. Ce qui fait que c'était en même temps un immense bonheur de se retrouver en vol pendant 3 semaines, dans les jet streams, à évoluer comme ça au gré des vents. Et je crois que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous n'avons jamais abandonné. C'est qu'il y avait, en plus de tout le désir de réussir, il y avait le plaisir d'être en l'air. Et beaucoup de nos concurrents ont abandonné beaucoup trop tôt parce que pour eux, ce n'était pas un plaisir d'être en l'air. C'est une recherche d'un but. Et dans ce sens-là, c'est vrai que le voyage lui-même est le but. Dans la capsule entre 3000 et 11 000 mètres, ils sont 2 à vivre dans un espace exigu. Il fait froid, 8 degrés parfois. Mais le plus dur, c'est lorsque les communications sont coupées avec le contrôle à terre. Dans ces moments de doute, la performance, c'est savoir se remettre en question. Je crois que la performance sportive, elle est liée surtout à la capacité de s'entraîner, d'avoir une discipline pour être chaque jour un petit peu meilleur dans la même chose. J'ai un petit peu l'impression que la performance en entreprise, c'est autre chose. La performance en entreprise, c'est pas seulement une discipline et un entraînement, c'est avant tout une capacité de se remettre en question, capacité à gérer les crises de manière positive, d'utiliser le positif des problèmes pour réaliser que le plus gros danger dans la vie, c'est de dormir dans les certitudes, c'est de dormir dans une seule ligne directrice, c'est de dormir dans les dogmes. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et si on ne se remet pas en question, si on n'utilise pas les problèmes de la vie, l'imprévisibilité des vents de l'existence, pour se réveiller et se remettre en question, on ne sera jamais performant. Et je crois que les entreprises performantes, c'est celles qui ont compris ça. Il faut d'abord en rêver, je veux dire, pour aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, s'il n'y a pas un moment où ça fait vraiment rêver, et puis si tous les jours on ne se lève pas pour vraiment faire ça, quoi, pour s'entraîner, pour arriver là et pour gravir
une marche chaque jour plutôt que de se dire j'escaladerai le mur à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Je veux dire, on n'y arrive pas. Pour ces champions, le message est clair. La performance est accessible à tous, à condition de respecter quelques règles et d'avoir le bon état d'esprit. Je crois que quand on a fait le tour du monde en ballon, on comprend qu'on ne peut plus dire que le problème est de l'autre côté du monde. Parce qu'il n'y a pas d'autre côté du monde. Quand on va toujours tout droit, on revient toujours au point de départ. Il n'y a pas d'autre côté. Lorsqu'il sort en mer, l'équipage de l'Abeille Flandre ne part pas faire de la plaisance. Il est aux commandes de l'un des plus puissants remorqueurs au monde, celui-là même qui s'est porté au secours de l'Erika. Charles Claden, le capitaine, était là ce 12 décembre 1999. Le pétrolier maltais se brise en deux au large du Finistère. C'est la tempête. Mais le devoir des sauveteurs est de sortir, quelles que soient les conditions météo. La mission de l'Abeille Flandre, s'amarrer à l'Erika pour l'empêcher de dériver et de s'échouer sur les côtes bretonnes. Le pétrolier est 20 fois plus gros que le remorqueur. Quand on est en situation rapprochée avec un bateau, au moment de la prise de remorque, on peut être entre 5 à 15 mètres du navire. La moindre défaillance technique, on sait que ça peut avoir des conséquences terribles. En premier lieu, le risque d'abordage avec le bateau. Et puis sinon, l'Abeille Flandre qui n'est plus manœuvrable, qui part en travers, la remorque qui fouette, qui peut faucher tous les gars sur le pont. Les sauveteurs sont élitreillés à bord du pétrolier pour y accrocher un câble de remorquage. L'Erika peut sombrer à n'importe quel moment. Il faut faire vite. La lutte dure 24 heures et le lendemain à 16 heures, l'Erika sombre avec ses 37 000 tonnes de pétrole par 120 mètres de fond. Le travail des sauveteurs de l'Abeille Flandre a payé. La Bretagne a évité de peu une catastrophe écologique majeure. 48,5 secondes ouest. Je répète la longitude, 004. On a évité l'équivalent de 12 Amoco Cadiz. Pour moi, la performance, c'est d'arriver justement dans un groupe lambda, arriver à travailler avec ce groupe de la meilleure façon possible. On mobilise le collectif pour l'aventure. C'est ce terme d'aventure qui me plaît bien parce qu'une aventure, elle est intérieure, elle est personnelle. Moi, je vis mon aventure personnelle quand je suis au fond, mais elle passe par le collectif. Et ça me permet aussi d'ouvrir des horizons de rapports humains. Il y a donc les gentils, il y a les discrets, il y a les gros muscles qui tirent les câbles, il y a les plongeurs, il y a les apnéistes, il y a ceux qui ont des idées excellentes, ceux qui n'ont pas d'idées du tout. Et le tout se mélangeant, ça fait un bon village de Gaulois sur l'eau, où tout le monde s'engueule bien fort, mais où finalement, en fait, chacun est au service de l'autre. Pour trouver les ressources nécessaires à une plongée no limites, la confiance que met Loïc en son équipe est totale. S'ils ne sont pas là, je ne fais pas la plongée, quoi qu'il arrive. Ouais, ça marche un peu comme dans l'espace. On envoie quelqu'un en haut et puis en bas, il y a toute l'équipe. L'équipe, c'est son rôle. Il y en a, ils appuient sur des boutons et puis il y en a, ils téléphonent, c'est leur rôle. Et puis la personne qui est dans la capsule, son rôle, c'est d'être dans la capsule. Pas plus, pas moins. Quand un apnéiste est seul, quand il descend, s'il lui reste un grain de conscience, à un moment il est obligé de s'arrêter en se disant comme je suis un peu seul, il faut que je remonte. Donc cette pratique solitaire, non seulement elle est délicate, dangereuse, en plus elle ne permet pas de progresser. Aujourd'hui on a vu en sortant des gens qui descendent profond parce que les autres font leur sécurité et donc ils peuvent approcher leurs limites, mieux se connaître grâce au groupe. Pour donner vie à l'équipe et la mener vers la performance, il faut aussi un leader, un entraîneur, un garant de la cohésion du groupe. Une équipe, c'est une entité vivante. Une entité parce qu'effectivement, ce sont des individus différents, mais tous doivent être au service du collectif. Et puis c'est quelque chose de vivant parce qu'une équipe, ça ne peut pas être figé. C'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui doit évoluer, qui doit être capable de s'adapter à certaines situations. Philippe Blain est l'entraîneur de l'équipe de France de volley. Leur meilleure performance, une 5e place dans le championnat du monde 2001. Même si au bout, on aurait aimé arriver à la demi-finale des championnats du monde, on est tombé sur une équipe plus forte que nous. Donc à la limite, on a été déçus, mais on a perdu contre le plus fort que nous. Donc je crois que par contre, on a gardé tout le reste, tout ce qu'on avait créé, ce groupe, cette envie de réussir quelque chose ensemble, cet investissement que tout le monde a mis, et ça, c'est déjà une grosse réussite.
Philippe entraîne les Bleus depuis 5 ans. La première de ses qualités, c'est d'être crédible aux yeux de son équipe. Cette crédibilité, il va falloir aller la gagner par le travail de tous les jours. Mais c'est vrai que si vous l'avez un petit peu au départ, ça vous facilite le travail. Donc cette crédibilité, par contre, elle va vous permettre de mettre en place, de faire passer le message que vous voulez faire passer. Maintenant, il est bien évident que quelqu'un qui n'est pas autoritaire, il aura du mal dans certaines situations, parce que tout groupe, surtout quand il travaille beaucoup, quand il est mis en difficulté, et donc à certains moments, il faut que l'autorité pèse pour maintenir le cap et maintenir la route. Donc l'autorité est nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle soit toujours présente, il faut qu'elle ne vienne, je veux dire, qu'au moment important. On ne peut pas se permettre d'enrager dans aucun des cas, parce que, bon, je vous disais tout d'abord, il faut rester dans le sang-froid systématiquement, et il faut absolument sortir de l'émotif. Sur chaque événement, essayer d'évacuer cette émotivité. Il faut savoir que dans l'exemple du commandant, si l'équipage voit que le commandant est émotif, ça va être la gangrène. Ça va être la gangrène et là, tout peut être remis en question justement sur une perception mauvaise en fait de l'appréhension d'un problème. Je dirais que sur le terrain, après, dans le groupe des joueurs, dans l'équipe, il faudra après quelqu'un qui est un petit peu le meneur, le joueur qui prendra non décisif la responsabilité, le joueur sur lequel on se reposera, mais je crois que l'entraîneur, c'est plutôt lui qui dirige, qui met, comme je disais au début, l'équipe sur les rails, c'est lui qui essaie de la rendre autonome et c'est lui qui indique la route de l'autonomie. Et puis qui recadre en permanence. Dès que ça commence à dévier, hop, on remet l'équipe dans le bon chemin. Donc véritablement, une équipe, c'est un équilibre. C'est quelque chose qu'il faut construire pour qu'elle soit performante. On ne construit pas que sur des victoires, on construit aussi beaucoup sur des échecs. Pour faire progresser un athlète, et pour le faire courir plus vite et tout, on travaille ses points forts, on ne travaille jamais ses points faibles. Et en travaillant les points forts, on optimise toujours les points faibles. Donc c'est aussi, ça c'est un peu pareil, je pense, dans l'entreprise.